Sans ordonnance, la dose d'infos qui maintient en éveil. Il faut construire 100 000 places de prison très vite. Une phrase, une promesse, une vision du pays. Quand une société ne sait plus réparer, elle construit des murs. Ce soir, on parle de là. On parle de là parce que cette phrase ne parle pas seulement de prison. Elle parle d'une tentation. Transformer chaque crise sociale en problème d'ordre public. 3 sujets, 3 symptômes d'un même basculement. D'abord, les prisons françaises. On nous dit qu'il faudrait construire toujours plus. Mais la vraie question est ailleurs. Pourquoi la France enferme-t-elle toujours plus? Ensuite, la délinquance juvénile. Depuis les violences en marge de la finale du PSG, le débat public tourne en boucle et s'est enfermé dans une même rhétorique. Autorité, sanctions, immigration. Enfin, le miroir extérieur. Pendant que la France se raconte encore comme le pays des droits de l'homme, le droit international documente nos contradictions. 88 145 détenus, 63 353 places disponibles, 7 500 personnes qui dorment sur un matelas au sol. Ce ne sont pas les chiffres d'un pays en guerre, ce sont les chiffres de la France en avril 2026. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a utilisé un mot. Catastrophe. Pas de tension, pas de difficulté, catastrophe. Et quand une catastrophe continue, qu'elle est connue, documentée, répétée année après année, mais reconduite malgré tout, elle cesse d'être un accident, elle devient une politique. Le matelas au sol n'est pas un détail, il est devenu l'indicateur de fonctionnement normal du système carcéral français, une variable d'ajustement budgétaire. Quand il n'y a plus assez de place, on n'arrête pas d'incarcérer. On baisse simplement le seuil de dignité acceptable. La population carcérale a augmenté de 12 000 personnes en 5 ans. Le nombre de places, lui, n'a quasiment pas suivi. La France incarcère plus vite qu'elle ne construit. Elle refuse la régulation carcérale par peur politique, parce qu'aucun ministre ne veut être celui qu'on accusera de libérer des détenus. Alors la machine avance. On promet plus de places, plus d'autorité, plus de sanctions, mais la prison, elle, déborde déjà. Les Outre-mer le montrent sans détour. Là où la pauvreté frappe le plus fort, l'indignité carcérale frappe le plus fort aussi. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une continuité historique. Victor Hugo l'écrivait déjà dans Claude Gueux en 1834. Vous avez trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces 2 ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Presque 2 siècles plus tard, la phrase dérange encore. Parce qu'elle pose la question que le débat sécuritaire évite toujours. Si une société produit autant d'enfermement, faut-il seulement regarder les enfermés ou regarder aussi la société qui les fabrique? Les prisons débordent parce qu'on y envoie de plus en plus de monde, mais une question reste absente du débat. Est-ce que cette réponse fonctionne? Et si elle ne fonctionne pas, pourquoi continue-t-on? Parce que le débat sur la délinquance en France n'est pas seulement un débat sur la sécurité. C'est un débat sur l'image qu'on se fait de la jeunesse, une image tronquée. Une génération inquiète regarde la suivante comme une menace, elle ne voit plus des trajectoires, elle voit un danger à neutraliser. Alors de quoi parle-t-on? En réalité, d'une question qui concerne toute une classe d'âge, mais que le débat public transforme en problème d'ordre. 1945, la France sort de Vichy. Elle sort d'un moment où l'ordre moral, l'autorité et la punition ont été érigés en système. Et c'est précisément à ce moment-là que la France écrit l'un de ses textes fondateurs sur la jeunesse, l'ordonnance du 2 février 1945 sur la jeunesse des mineurs. Ce texte ne dit pas « un mineur est innocent », il dit quelque chose de beaucoup plus important. Un mineur est en formation. Un mineur peut savoir qu'il fait mal, il ne mesure pas toujours pleinement la portée de ses actes. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité psychologique, sociale, éducative. La justice des mineurs ne repose donc pas seulement sur la faute, elle repose sur le discernement, sur le contexte, sur l'histoire familiale, sur l'environnement. Autrement dit, elle refuse de réduire un jeune à son acte. Et ce texte n'a pas été écrit par des naïfs. Il a été rédigé par une génération qui savait ce que produit une société qui punit sans discerner. Ce que la France de 1945 cherchait à dépasser, ce n'était pas l'autorité en elle-même.
c'était une conception de la justice des mineurs centrée sur la punition, le jugement moral et la relégation sociale. Aujourd'hui, cet héritage s'est largement effacé du débat public. On parle très peu de discernement, de prévention, de justice éducative. Et pendant ce temps, le pouvoir central avance sa réponse. Pas seulement dans les mots, dans la méthode. Mercredi 3 juin, 3 jours après les violences en marge de la finale, le Cornu demande à son gouvernement de préparer un cadre législatif pour faire payer les familles de ceux qu'il appelle des casseurs, y compris via les prestations sociales. Le signal est clair, il s'adresse à un électorat. Il dit « Nous sommes tous du côté de l'ordre ». Mais suspendre les prestations d'une famille pauvre dont l'enfant a été condamné pour violence, c'est aggraver la précarité qui produit la violence. On punit la misère pour avoir produit ce que la misère produit. Et on s'étonne ensuite que ça recommence. Attal, Bardella, Le Cornu, 3 styles politiques, 3 façons de se présenter comme la réponse moderne au désordre. Mais derrière ce vernis moderne, que retrouve-t-on? Plus de prison, plus de sanctions, plus de responsabilités familiales punitives, moins de prise en compte des trajectoires sociales. Ressurgit alors une pensée d'un autre âge, celle d'une France qui, avant 1945, croyait déjà pouvoir régler les fractures sociales par la morale, la punition et l'écrasement des plus vulnérables. L'extrême droite radicalise le vocabulaire, le pouvoir central institutionnalise la méthode. Cette panique morale a pris une forme plus dangereuse, elle s'est ethnicisée. Le premier moyen pour rétablir la sécurité en France, c'est d'arrêter l'immigration. Il ne parle pas seulement de sécurité. Il déplace le débat. On ne parle plus d'actes, de parcours, d'école, de pauvreté, de justice des mineurs, on parle d'origine. La délinquance n'est plus regardée comme un épisode dans le cheminement d'une vie, elle devient un soupçon, et ce soupçon ne frappe pas tout le monde de la même manière. Nicolas Sarkozy est le fils d'un immigré hongrois. Éric Zemmour est né dans une famille berbère d'Algérie. Mais jamais le débat public ne les enferme dans la catégorie des délinquants ou criminels issus de l'immigration, comme il le fait avec un jeune noir, arabe, antillais, asiatique. Voilà le cœur du problème. L'expression « issue de l'immigration » ne décrit pas seulement une histoire familiale, elle désigne certains corps, elle fabrique certains soupçons, elle choisit qui est vraiment français et qui devra toujours se justifier de l'être. Ce n'est pas seulement un glissement de vocabulaire, c'est une rupture républicaine. Dostoïevski l'avait compris dans Crime et Châtiment. Raskolnikov est un jeune homme pauvre, isolé, désespéré. Il commet un meurtre. Mais Dostoïevski ne l'écrit pas comme un monstre. Il l'écrit comme un être humain pris dans une condition, une idée, une trajectoire. Il peut encore se transformer. Voilà le point essentiel. La délinquance n'est pas une naissance, c'est une trajectoire. Une trajectoire peut être aggravée. Elle peut être abandonnée. Elle peut aussi être fléchie. C'est exactement ce que l'ordonnance de 1945 avait posé comme fondement. Un mineur n'est pas seulement un acte à punir, c'est un humain en mouvement qu'il faut comprendre, encadrer et accompagner. Et c'est exactement ce qu'on est en train de défaire. Et c'est là que les Outre-mer éclairent brutalement le débat. Aux Antilles, l'argument migratoire s'effondre. On ne peut plus se cacher derrière la figure commode du jeune issu de l'immigration. Ce qui apparaît, c'est autre chose. Pauvreté, relégation, enfermement. La politique du tout répressif ne règle pas ce qu'elle prétend combattre, elle l'absorbe dans les prisons. Et pourtant, ce débat, on continue de le mener entre nous, en France, en circuit fermé, avec nos peurs, nos angles morts, nos calculs électoraux, comme si personne ne nous regardait. Mais il y a des institutions qui nous observent de l'extérieur. Elles n'utilisent pas les sondages, elles n'utilisent pas les plateaux télévisés, elles n'utilisent pas les petites phrases. Elles utilisent le droit, les rapports, les conventions, les engagements internationaux. Et ces dernières semaines, elles ont rendu un verdict que les débats publics français ont largement ignoré. Une image de la France beaucoup moins glorieuse que celle qu'elle aime raconter d'elle-même.
355 recommandations de l'ONU sur les prisons françaises. Une alerte de 5 rapporteurs spéciaux sur la loi Yadan et les risques pour les libertés publiques. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, toujours inscrites par l'ONU parmi les territoires non autonomes. Ce n'est pas une polémique importée. Ce sont des institutions, des rapporteurs, des conventions, des engagements internationaux. Autrement dit, ce sont des outils que la France elle-même a contribué à construire. Et ce qu'ils documentent, c'est un écart. La France qui se raconte, la France que le droit international observe. La France n'est pas seulement en retard, elle a choisi de ne pas entendre. Le pays des droits de l'homme, ce n'est pas une certification internationale. C'est une identité que la France s'est donnée. Et quand les faits ne suivent plus, cette identité devient une promesse non tenue. Premier front, les prisons. La France reçoit 355 recommandations lors de l'examen périodique universel. Plusieurs concernent la surpopulation carcérale. L'ONU lui demande d'appliquer l'arrêt de la CEDH 2020 sur les prisons françaises. Un arrêt toujours pas pleinement appliqué. Et le sous-comité pour la prévention de la torture estime que certaines conditions peuvent relever d'un traitement inhumain ou dégradant. Et c'est là que le miroir extérieur devient insupportable. La France peut proclamer les droits de l'homme et administrer en même temps des lieux où ces droits s'arrêtent à la porte. Ce n'est pas une anomalie, c'est un choix reconduit chaque année dans les budgets, dans les lois et dans le silence. Deuxième front, les libertés publiques. 5 rapporteurs spéciaux de l'ONU alertent le président Macron sur la proposition de loi Yadan. Le texte est présenté comme une réponse à l'antisémitisme. Mais les rapporteurs alertent sur un risque pour la liberté d'expression, la liberté académique et sur une possible application discriminatoire contre des défenseurs des droits humains. Malgré cette alerte, le gouvernement s'est engagé à porter le texte au Sénat le 22 juin prochain. Troisième front, les territoires non autonomes. Au regard de l'ONU, la France administre encore des territoires inscrits sur la liste des territoires non autonomes. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. On peut contourner le mot, mais la catégorie internationale renvoie bien à une question. La décolonisation. Et ce qu'elle documente, c'est un choix. Traiter la souffrance par l'enfermement, répondre aux tensions politiques par la restriction, administrer des territoires encore questionnés au regard de la résolution 1514 de l'ONU sur l'autodétermination. Ce choix a un nom, la régression. Ou peut-être quelque chose de plus dérangeant encore. Le retour d'un esprit politique que l'on croyait relégué au XIXe siècle. Ce soir, on a parlé de choix de société. Le choix de ne pas réparer, le choix de ne pas entendre, le choix de repousser la crise dans les marges, les cellules, les quartiers populaires, les territoires lointains, les familles pauvres. La question n'est pas de savoir si la France est parfaite. Aucun pays ne l'est. La question est plus dure. Que vaut un pays qui continue à se raconter comme une exception morale quand les institutions qu'il a contribué à construire commencent à lui rappeler ses propres principes? James Baldwin écrivait que les plus dangereux produits d'une société sont les hommes qui n'ont rien à perdre. Alors la question devient impossible à éviter. Quand un État fabrique méthodiquement des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui est responsable de ce qui arrive ensuite? Comprendre le monde, éclairer les choix.